Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour vous parler en deuxième lecture du projet de loi S13, la loi modifiant la loi sur l'interprétation et modifications connexes. Ça fait quelques mois que la sénatrice Laboucan-Benson a pris la parole. C'était le 20 juin. Et moi, maintenant, je vais vous donner un aperçu de ce qui a été dit pour vous rafraîchir la mémoire. Le projet de loi va modifier, dans un premier temps, la loi d'interprétation pour y inclure une classe de non-dérogation sur le maintien des droits ancestraux et des droits issus des traités de l'article 35 de la Convention, de la loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle de 1982. Toute loi doit être interprétée comme confirmant les droits ancestraux issus des traités des peuples autochtones, reconnus et confirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 82 et n'abroge pas ou n'y déroge pas. Outre l'établissement d'une clause générale de non-dérogation, le projet de loi va supprimer les clauses de non-dérogation qui existent déjà de 26 textes de loi. Seules 3 lois existantes vont garder les clauses de non-dérogation. À première vue, les arguments du gouvernement ont l'air d'être robustes. Tout d'abord, ça permettra d'uniformiser les choses pour interpréter tous les textes de loi à l'échelle fédérale, en incluant une clause générale de non-dérogation dans la loi d'interprétation. Ça voudra dire que toutes les lois fédérales seront interprétées comme ayant une telle clause. Deuxièmement, ça permettra de créer une clause de non-dérogation qui sera normalisée. Ce type de clauses ont été ajoutées au texte de loi de façon ad hoc et ça fait des décennies que ça dure. On a commencé à en voir dans un petit nombre de textes de loi au début des années 70 et au début des années 80. À cette époque, il n'y avait pas de référence à la loi constitutionnelle de 1982 par contre. Après le rapatriement de la loi constitutionnelle et l'adoption de la Charte des droits et libertés, les clauses de non-dérogation ont à nouveau été incluses dans les textes de loi fédéraux en 86. Au fil du temps, la formulation a changé. Personne n'a dit que ces clauses devraient être utilisées pour diminuer ou étendre les droits existants. Il y a tout de même eu des échanges d'arguments tentant de déterminer si ce serait le résultat. Par exemple, lorsque le comité sénatorial sur les affaires juridiques et constitutionnelles s'est intéressé à la question entre 2003 et 2007, le comité a noté dans son rapport qu'il avait entendu des témoignages très divergents de la part d'experts gouvernementaux et non gouvernementaux relativement à l'effet de ces clauses de non-dérogation. Les groupes autochtones ont estimé que ces clauses étaient en fait une disposition minimale d'interprétation des lois pour qu'il n'y ait pas d'effet préjudiciable sur leurs droits constitutionnels, ancestraux et issus de traités. Les fonctionnaires, pour leur part, considéraient que les clauses étaient superflues, rappelant l'article 35 de la loi constitutionnelle. Le comité a noté que la formulation de ces clauses a commencé à être modifiée. Et alors, les groupes autochtones ont commencé à se préoccuper du manque de cohérence et que les tribunaux pourraient attribuer différentes interprétations aux différentes formulations de ces clauses de non-dérogation. À la suite de ces témoignages, le comité sénatorial a recommandé l'introduction d'une clause de non-dérogation normalisée. Et c'est exactement ce que fait le projet de loi S13. Le troisième élément de la justification du gouvernement, c'est qu'en modifiant la loi d'interprétation pour inclure une clause générale, ça permettra de retirer l'obligation des autochtones de demander des clauses chaque fois que le gouvernement produit un nouveau texte de loi. Alors, il y a des avantages évidents. Par contre, je noterai qu'il existe des contre-arguments par rapport
à ce qu'on a appelé l'utilisation continue à ce type de clause. Étant donné que la clause de non-dérogation sert à rappeler les droits existants et ne confère pas de nouveaux droits, la répétition d'une clause normalisée dans chaque texte de loi pourrait s'avérer plus efficace qu'une mention seule qu'on oublie rapidement. La quatrième partie de la justification du gouvernement, c'est que l'inclusion de ces clauses, ou cette clause dans la loi d'interprétation, permet de respecter les obligations en vertu de la Déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones, qui exige que des mesures soient prises pour assurer la cohérence des lois avec la Déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones. En principe, je pense qu'il est possible de soutenir ces objectifs. Comme l'indique le rapport du Sénat de 2007 et le rapport du gouvernement de 2022, les leçons qu'on a pu tirer, les Autochtones demandent depuis longtemps que la loi d'interprétation fédérale soit modifiée pour y inclure une clause de dérogation. Par contre, au lieu d'être célébré, j'estime que ce texte de loi devrait être reconnu pour ce qu'il est. Une reconnaissance de l'échec systémique de la part des gouvernements canadiens qui n'ont pas honoré les droits ancestraux et les droits issus des traités. Comment est-ce qu'on pourrait justifier autrement un tel projet de loi? Tout d'abord, nous avions les traités. Ensuite, les traités ont été suivis de décisions des tribunaux. Et ces décisions disaient qu'il fallait absolument honorer ces traités. Ensuite, il y a eu la Charte des droits et libertés qui ont affirmé que les droits issus des traités étaient des droits réels et qu'il fallait les respecter. Ensuite, le Parlement a adopté la Déclaration onusienne sur les peuples autochtones qui exige que les États consultent et collaborent de bonne foi avec les peuples autochtones concernés par l'intermédiaire de leurs institutions représentatives afin d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter ou de mettre en œuvre des textes de loi ou des mesures administratives qui risquent d'avoir un effet sur eux. Et pourtant, en dépit de toutes ces mesures, nous avons toujours besoin d'une clause de non-dérogation générale. Je ne peux m'empêcher de penser que si le gouvernement du Canada avait simplement respecté les droits ancestraux et les droits issus des traités, nous n'aurions pas à répéter et à mettre en œuvre des dispositions pour obliger le gouvernement à faire ce qu'il aurait dû faire au début. Mais comprenez-moi bien, je ne reproche pas à nos peuples autochtones de vouloir cette clause. Je jette le blâme sur le gouvernement. Je soutiens le projet de loi en principe, mais je ne suis pas convaincue qu'une cinquième couche pour plus de certitude apportera vraiment plus de certitude que les 4 premières couches. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce que je vous dis. À l'heure actuelle, le comité sénatorial sur la sécurité et la défense et les anciens combattants étudie le projet de loi C-21, loi modifiant certaines lois et apportant certaines modifications corrélatives à armes à feu, la loi en fait sur le contrôle des armes à feu telle qu'on l'appelle. Ce texte de loi apportera des changements significatifs qui auront des effets préjudiciables sur les propriétaires d'armes à feu au Canada, y compris sur les droits issus des traités des Autochtones. Mais malgré cela, le gouvernement n'a pas du tout consulté les Autochtones et poursuit son chemin comme si de rien n'était. Je l'ai noté dans mon discours sur le projet de loi C-21, lorsque j'ai mentionné qu'on avait demandé aux fonctionnaires qu'ils avaient consulté. Lorsque on leur a demandé de décrire le processus de consultation auprès des peuples autochtones, ils se sont tournés vers le représentant du gouvernement, le ministre Mendicino. Les fonctionnaires ont dit qu'ils avaient mené des consultations sur le précédent projet de loi qui est mort au feuilleton, mais qu'il n'y avait pas eu de consultation auprès des Autochtones avant l'introduction du nouveau projet de loi
qui comprend des articles qui sont différents de ceux de la première version. Suivant la séance d'information du porte-parole, les fonctionnaires ont envoyé à mon bureau une liste des réunions qui avaient été tenues avec des groupes autochtones après le dépôt du projet de loi. En d'autres mots, il s'agissait de réunions qui ont eu lieu entre janvier et mai cette année, mais, chers collègues, c'était des mois après le dépôt du projet de loi C-21, et c'est seulement après que l'opposition publique aux amendements se fut manifestée. À l'instar de nombreuses autres occasions, les Autochtones n'ont été pris en compte qu'après coup. Voilà qui tourne en dérision l'affirmation selon laquelle, lorsqu'il s'agit des peuples autochtones, c'est rien sur nous sans nous, ou rien sur eux sans eux. Même si les peuples autochtones ont des droits issus de traités, et même si les tribunaux ont confirmé ces droits, et même si la Charte affirme et confirme ces droits, et même si la DNU-DPA, votée par le Parlement, oblige le gouvernement à consulter les peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé avant d'adopter et de mettre en œuvre des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner. Pourtant, malgré toutes les mesures que j'ai dénoncées, le gouvernement ne consulte toujours pas les populations autochtones et ne respecte en rien leurs droits. Alors, nous sommes maintenant saisis du projet de loi S-13, qui prévoit que le projet de loi C-21 devrait être présumé comme confirmant les droits ancestraux issus du traité des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 et non comme abrogeant ces droits ou y dérogeant. Et pourtant, le projet de loi C-21 ne prévoit rien de tel. Nous pourrions tout aussi bien adopter une loi stipulant que les plombiers devraient être interprétés comme étant des avocats. Peut-être qu'ils feraient des meilleurs avocats dans certains cas. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'il en est ainsi. Chers collègues, je soutiens l'intention sous-tendant cette loi, mais je m'interroge quant à la valeur que cette loi apportera quand nous avons devant nous un gouvernement qui a démontré à maintes reprises qu'il bafouerait la loi chaque fois que cela pourrait lui être avantageux. J'espère que cette loi sera étudiée dans les plus menus détails en comité afin d'assurer qu'elle profite du soutien des peuples autochtones comme le gouvernement le prétend. Et j'espère que cette loi permettra d'atteindre les objectifs qu'elle espère que nous atteignions. Merci.